Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des marchés boursiers africains. Nous en parlons régulièrement avec Wissem Barbouchi, qu'on retrouve ce soir à mes côtés en plateau, le président fondateur d'Aube Africa Asset Management. Bonsoir Wissem. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. On fait un point tous les 3 mois pour suivre l'évolution des marchés boursiers africains. Encore une fois, je le dis souvent en préambule, toujours compliqué de résumer l'Afrique boursière, l'Afrique en général, mais l'Afrique boursière est aussi compliqué à résumer. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme élément pour avoir une vue un peu d'ensemble de la performance des grands marchés boursiers africains aux 3/4 de cette année 2023 ? Il y a des performances positives en Afrique, comme on peut en trouver sur les marchés développés aujourd'hui. Oui, alors effectivement, il faut toujours avoir cette vision hétérogène de la place africaine et des pays qui sont sur le continent africain. Ce qui est la bonne nouvelle, c'est que on va dire à 3/4 du parcours, la plupart des places boursières africaines sont dans le vert. On a plusieurs places qui sont même à plus de 30%. Je pense par exemple au Nigeria qui a plus 35, ou au marché égyptien qui est aussi à plus 35. Et puis on a marginalement quelques marchés qui sont dans le rouge. Je pense notamment au Kenya, mais qui souffrent peut-être pas plus des performances un peu décevantes d'une entreprise qui s'appelle Safaricom que de sujets macroéconomiques qu'on pourrait voir sur d'autres marchés par exemple. Est-ce que ces performances positives qu'on observe, est-ce qu'elles s'accompagnent de flux d'investissement ? Alors là aussi, peut-être pas sur l'ensemble du territoire africain, mais est-ce qu'il y a des marchés qui ont profité de flux d'investissement étrangers, peut-être d'ailleurs plus importants que d'habitude ? Oui, alors c'est vrai que les flux étrangers sont souvent guidés par à la fois les éléments macroéconomiques, mais aussi surtout par les niveaux de valorisation. Ouais. Et on a vu par exemple dans le cas du marché marocain que les niveaux de valorisation en début d'année, qui étaient autour de 15-16 fois les résultats, étaient en dessous des moyennes historiques, qui sont elles plutôt autour de 22-23 fois les résultats. Et donc ça a attiré pas mal d'investisseurs européens, nord-américains et aussi sud-africains. Les performances que vous avez décrites, elles sont en devises locales, c'est ça, Wissem. Le jeu des devises est toujours important sur les marchés, particulièrement quand on est sur des marchés émergents, comme les marchés boursiers africains. Qu'est-ce que ça donne en euros pour juger un petit peu justement des mouvements de devises qu'on a pu avoir sur certains de ces grands marchés africains ? Oui, alors on a eu depuis le début de l'année quelques mouvements de devises. Ce qui est important de noter, c'est qu'on a toujours quelques devises qui sont relativement stables par rapport à l'euro et au dollar. On prend le cas du dirham marocain qui est toujours relativement stable sur une période assez longue. Si on regarde sur les 10-15 dernières années, on est toujours à 10,5, 11 dirhams pour 1 euro. On a toujours ce franc CFA qui est stable par rapport à l'euro. Et puis on a aussi quelques marchés qui, depuis quand même plusieurs années, ont des devises qui sont souvent dévaluées. Je pense au cas de la livre égyptienne qui avait pris un choc en 2016, qui a de nouveau pris un choc en début d'année. Et puis plus récemment, la devise nigériane, le naira, qui a été fortement dévalué après l'arrivée du nouveau président et qui a eu évidemment un impact pour les investisseurs en euros. Mais disons que sur le long terme, ces dévaluations sont toujours des éléments plutôt positifs parce que elles permettent... C'est pro-croissance, quoi. Exactement. Voilà, c'est un boost pour la croissance future. Exactement. Ça permet aux investisseurs de revenir. Ceux qui avaient un petit peu déserté ces marchés-là reviennent. Ça permet aussi à un marché parallèle qui, dans le cadre du Nigeria, par exemple, était très développé, de disparaître marginalement. Et puis, ça permet aussi aux entreprises de retrouver des devises qui, à un moment donné, pouvaient être difficiles à trouver pour pouvoir reconstituer leur stock notamment. Et les boîtes, dans le cadre d'évaluation importante de la devise domestique, elles arrivent à gérer ça en termes de pricing notamment, elles arrivent à passer justement peut-être des prix différents au client final ? Oui, alors ce qui se passe aussi après une dévaluation importante, c'est que souvent on observe des niveaux d'inflation qui sont très élevés, quelques mois après, on le voit bien, notamment là aussi au Nigeria ou en Égypte, ou dans le cas de l'Égypte, on a des taux d'inflation qui avoisinent les 20% depuis plusieurs mois. Mais disons que les entreprises, et si on prend le cas de l'Égypte, sont capables effectivement d'avoir du pricing power, d'augmenter les prix et de maintenir leur niveau de marge, d'autant plus que pour la plupart d'entre elles, elles bénéficient du fait que pour certaines matières premières, les niveaux qu'on a vus à des niveaux historiques juste après le début de la guerre Russie-Ukraine, là reviennent sur des niveaux un peu plus normatifs. Ouais. Oui, donc elles arrivent à effectivement gérer ces phases de dévaluation. Il faut qu'on parle de géopolitique, bien sûr. Alors, je ne sais pas si c'est business as usual. Non, mais je veux dire, pareil, comme sur les devises, l'investisseur présent en Afrique, il a l'habitude de la géopolitique et en l'occurrence des coups d'État, puisque ce qui a marqué quand même ces derniers mois en Afrique, il y a eu 2 coups d'État coup sur coup, Niger et Gabon. Qu'est-ce que ça implique comme situation pour l'investisseur
sur place, sur ces marchés? Qu'est-ce qu'on peut dire des effets au moment des annonces ou des coups d'État, et quelques semaines ou quelques mois après, quelle est la situation? Alors, c'est vrai que si on regarde sur moyenne période, sur les 4 dernières années, il y a eu 6 coups d'État en Afrique, et 2 donc en 2023. Alors, c'est vrai que deux marchés qui sont des marchés qui sont entre guillemets des petits marchés en termes de population, en termes de géographie en Afrique. Ce qu'on voit, c'est que si on prend le cas par exemple du Gabon, qui est un cas assez récent, pour les performances boursières des entreprises qui sont exposées, alors il y en a quelques-unes qui sont en plus cotées sur Euronext, on prend par exemple le cas de Total Gabon ou d'Eramet, on voit que le jour de l'annonce, évidemment, les cours de bourse baissent. Et que très rapidement, en fait, on voit un retour au niveau... C'est revenu équivalent. C'est revenu. Alors de mémoire, je pense que Total Gabon doit être à 170 ou 175 euros. On devait peut-être à 180 ou 185 avant le coup d'État. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les putschistes, ils n'ont aucun intérêt à faire en sorte que les entreprises qui font travailler des gens, qui paient des impôts et qui participent au développement de leur économie soient à un moment donné arrêtées. Et donc ce qu'on voit, c'est que les coups d'État, c'est sûr que ça entraîne une certaine instabilité politique à un moment donné, mais sur le plan business, sur le moyen long terme, ça ne change pas vraiment grand-chose. Et on reste business friendly, on ne fait pas défaut sur sa dette non plus. Exactement, on ne fait pas défaut sur sa dette. On garde une certaine confiance, on essaye de maintenir une certaine confiance vis-à-vis des investisseurs. On l'a vu sur le Tchad, par exemple, sur la Centrafrique également, où malgré les difficultés politiques, effectivement, il n'y a pas eu de défaut sur la dette et les États continuent de rembourser correctement. Si on parle de votre fonds et de la stratégie Aube Africa Asset Management, belle performance quand même depuis le début de l'année, Wissem, plus 16,5% à date, c'est ça comme on dit, Wissem. Comment se décompose cette performance? Quels ont été les moteurs là, dans la performance des actions africaines? C'est un fonds 100% actions, je le rappelle, sur lesquels vous avez investi. Alors vous savez, nous on a une stratégie qui est basée sur plusieurs éléments. La première, c'est qu'on aime bien le segment small mid cap, donc depuis le début on est toujours intéressé par ce segment-là, qui a relativement bien performé depuis le début d'année. On aime bien les entreprises du secteur de la consommation parce qu'on considère que ce sont elles qui vont bénéficier le plus des drivers long terme auxquels nous croyons depuis le début, c'est-à-dire la croissance économique, la croissance démographique et le fait qu'on a une population, une émergence de la classe moyenne qui est de plus en plus visible. Et on le voit à travers certains secteurs comme le secteur de l'assurance par exemple, où les taux de pénétration commencent à atteindre des niveaux relativement intéressants sur certains marchés. Et puis en réalité, c'est vrai que quand on regarde la performance du portefeuille, on voit que sur cette année, on a bénéficié d'un recentrage qu'on a mis en place depuis 2 ans, qui était d'aller sur des marchés où on considérait que le risque de devise était un peu plus limité, notamment le Maroc ou la Bourse régionale des valeurs mobilières, mais aussi l'Égypte, au moment du passage au régime de change flottant. Et on voit que cette stratégie-là commence un petit peu à payer. Et si on prend le cas de l'Égypte, où on voit qu'il y a quand même une dévaluation en début d'année. La livre égyptienne a perdu environ 30%. On s'aperçoit que les vents contraires liés à la dévaluation ont largement été compensés par les vents positifs liés aux performances opérationnelles des entreprises. Et donc, tout ça cumulé fait que la poche égyptienne a bien performé, la poche Bourse régionale des valeurs mobilières, donc Afrique de l'Ouest, a relativement bien performé, la poche marocaine a également bien performé, et puis on a une petite valeur, petite, elle est plus vraiment petite, puisqu'elle fait plus d'1 milliard de capitalisation boursière aujourd'hui. On a une société portugaise qui s'appelle Mota-Inguil. On a déjà parlé. Je crois. Dont on a déjà parlé, je pense, lors de passages précédents. Je pense peut-être lors de mon dernier passage où j'en ai parlé, c'était peut-être à 1 euro ou 1,10 €, et qu'aujourd'hui elle est à environ 3,40 €. Vous voyez, donc le cours de bourse a triplé depuis le début de l'année. Et c'est une entreprise auquel on croit toujours parce qu'elle est impliquée dans le secteur du BTP en Afrique subsaharienne. Alors historiquement dans les pays lusophones, mais de plus en plus dans des pays aussi anglophones comme le Nigeria ou francophones comme la Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas un petit intérêt spéculatif aussi sur la valeur? Il n'y avait pas l'idée d'une possible possible MNS sur la valeur? Un actionnaire chinois qui aujourd'hui a une part significative du capital, et donc on croise les doigts pour que... Oui, ça n'a pas bougé, mais c'est toujours là. Secteur bancaire, vous aimez bien aussi, là aussi, alors c'est très différent de la manière dont on traite les banques sur les marchés européens. Là-bas, c'est des marchés en croissance, c'est ça? Oui, alors on a des taux de pénétration qui sont relativement faibles. Je parlais du secteur de l'assurance tout à l'heure, où c'est un secteur qui doit bénéficier de l'émergence de cette classe moyenne qui a vocation à épargner. Dans le cas du secteur bancaire, c'est vrai que là aussi, on est sur certains marchés où on s'aperçoit que la bancarisation est en train de se développer et que les acteurs du secteur bancaire sont vraiment des acteurs du secteur bancaire. C'est-à-dire qu'il y a des dépôts et il y a des crédits et qu'il y a encore très peu de banques en Afrique finalement qui sont des banques universelles comme on peut avoir sur les marchés matures. Et donc on a une banque notamment en Côte d'Ivoire qu'on aime beaucoup, qui est une filiale de la Société Générale, qui s'appelle la Société Générale Côte d'Ivoire, qui a publié d'extraordinaires résultats là, sur le premier semestre et qu'on continue de suivre compte tenu aussi des niveaux de valorisation qui restent très attractifs.
Quelle perspective vous pouvez donner à vos clients, partenaires, investisseurs, là, après la performance déjà sur ces 3/4 de l'année 2023, ou quasiment à la fin du troisième trimestre? Quels peuvent être encore les moteurs, la dynamique pour vous et la stratégie du fonds? Alors, la stratégie du fonds, a priori, ne va pas changer, puisqu'on reste, encore une fois, sur du small mid-cap, de la consommation, avec une analyse fondamentale pour toutes les valeurs qui sont dans le portefeuille. Notre point de vue, c'est qu'il y a encore pas mal de performances à venir compte tenu des niveaux de valorisation qu'on peut avoir sur certains marchés, comme la BRVM qui traite autour de 8 fois les résultats, ou le marché égyptien qui est autour de 10-11 fois les résultats. Donc ça, c'est quand même un élément de performance à venir qui est intéressant, toujours avec une vision moyen long terme, parce qu'encore une fois, l'investisseur qui s'intéresse au marché africain, c'est un investisseur qui a plutôt un horizon moyen long terme, et surtout un horizon en termes d'investissement qui est basé sur de la diversification. Et c'est vrai que pour les personnes qui s'intéressent aujourd'hui à l'investissement global, c'est très difficile de s'intéresser à l'investissement global sans avoir un regard sur ce continent-là qui, quand même, en 2050, concentrera 2,5 milliards d'habitants avec quasiment la moitié de la population qui aura moins de 20 ans. Merci beaucoup, Wissem. Merci de venir nous éclairer sur les enjeux de l'Afrique et des marchés boursiers africains. En l'occurrence, on parle de l'investissement boursier avec vous, la stratégie chez Aube Africa Asset Management. Vous en êtes le président fondateur. Wissem Barbouchi était avec nous, l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir sur Bismart.